sur la réduction des coûts par rapport aux coûts de production, puisque, toute chose aidant, une bonne partie des intrants, je dirais même importés ou payés localement, mais les coûts de ces intrants impactent fortement le coût de revient du sucre. Donc, une rédaction sur ces coûts des intrants pouvait aider à des décisions en termes de choix. Ici, il a parlé aussi des coûts de la monnaie qui devraient permettre aux sucriers de faire les meilleurs choix dans les zones où ils achètent probablement les intrants. Mais généralement, les sucriers même savent déjà. Je ne sais pas si ça serait utile de faire une division sur les coûts, puisque c'est des éléments qu'ils ont déjà. Peut-être pour informer tout le monde, on peut essayer de traduire cela. Et puis, la fédération s'engage à contribuer à renseigner au mieux l'observatoire par rapport à leur attachement avec l'association des paysans producteurs de betteraves et de canne du monde. Ils ont des bulletins réguliers qu'ils voulaient mettre à notre disposition. Le maire voudrait nous demander, le maire de Niakara, si l'observatoire du sucre signifie observer et se taire, ou observer et interpeller. Bon, maintenant, comme l'interpellation, ce n'est pas une sanction, je pense que les industriels ne diront pas que si on interpelle, c'est une sanction. Je crois que l'observatoire interpelle. Interpelle et on ne peut pas se taire. Malheureusement, c'est le rôle qui est dédié à un observatoire. Justement, peut-être c'est ce qui rend un peu gênant lorsqu'on n'a pas la maîtrise parfaite de où les informations vont partir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de sensibilité de l'information. Mais l'observatoire interpellera toujours. Et nous ferons en sorte qu'on informe au mieux tous les acteurs. C'est un peu le rôle que nous sommes assignés. Les éléments constituent du prix du sucre, du prix du kilo. Je veux savoir s'il y a vraiment une réelle concurrence, étant donné que généralement, c'est les mêmes prix qui sont affichés dans les supermarchés. Il faut pouvoir donner la décomposition des coûts pour que tous les acteurs aient le même niveau d'information sur ce qui compose le coût. Je crois que c'est des éléments que nous allons intégrer et nous essayons au mieux de retrouver tous ces éléments et nous allons diffuser. Pour le préfet de Koro, il faudrait que les sources de données, c'est l'élément de base, intègrent aussi certains ministères. Monsieur le gouverneur, vous êtes serviteur du ministère de l'Agriculture. Donc, l'observatoire me logeait au ministère de l'Agriculture. Et quand il a présenté la CAPS, que je dirige comme une banque de données, c'est déjà la source du ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc, déjà, le ministère de l'Agriculture est déjà associé. Et peut-être le ministère de l'Économie, c'est à travers la douane, on dirait, puisque c'est là-bas qu'il prend les statistiques. La douane étant une structure sous tutelle, enfin, rattachée carrément au ministère de l'Économie, c'est là-bas qu'il prend toutes les statistiques. L'association des consommateurs, je pense qu'il y a des questionnaires qui ont été adressés à l'association et souvent ils ne sont pas mieux informés que vous-même. Parce qu'on dit l'information sur le sucre, ce qu'on sait c'est le prix. Mais le reste, c'est des données un peu qui n'ont pas. Et nous-mêmes, nous devrons être des acteurs pour les informer au mieux. On a eu peur de citer le gouverneur parce que c'est le représentant du président. Allez demander l'information au gouverneur, vous nous donnez la latitude, on le fera avec plaisir. Vous verrez nos différents appels ou écrits où à chaque passage, on viendra vous voir pour voir ce que vous avez comme élément à vos possessions pour que l'observatoire l'intègre dans la série d'informations à diffuser. Soyez-en rassurés, nous le ferons avec plaisir. Les éléments qui ont été déjà cités, l'incident du sucre sur la santé, et les produits de substitution, il faut qu'on donne des informations sur ça. Et je crois que Mme Ouattara en a encore parlé. Il faut déjà faire des rapprochements entre la consommation du sucre et la santé, jusqu'à quel niveau c'est tolérable ou c'est pas tolérable, les conseils dans ce sens. Je pense que nos équipes s'attelleront à aller dans un mini-dossier qui parlera de ce dossier. Et quels peuvent être les produits substituants. Je pense qu'il y a des gens même qui ont du sucre spécial, souvent pour les tasses de café, ils ont du sucre diabétique, etc. C'est des éléments que nous allons présenter. Nous allons rechercher les informations, nous allons présenter. La dame qui travaille dans le développement durable a insisté qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde planétaire, l'information doit être disponible. Les débats sur le sucre et la santé, le débat sur le sucre et l'énergie renouvelable sont intimement liés
et nous devrons pouvoir avoir des mini-dossiers dessus. Et notre observatoire ira aussi dans ce sens, parce que le développement durable reste aujourd'hui un élément fondamental. Aujourd'hui, par rapport au développement durable, chacun a besoin de comprendre sa vie, sa survie, sa santé, les enfants. Toutes ces informations sont utiles pour dire qu'est-ce que je laisse aux générations à venir. Qu'est-ce que mon action a comme impact négatif, et pour moi et pour les autres. Et comment faire en sorte que je nuise le moins possible. Tout ça sont des éléments que nous devrons regarder. Nous aurons un compte rendu. Et peut-être même dans le souci de diffusion d'informations, on va diffuser aussi ce compte rendu. Carrément à tous ceux qui ont été présents, que ce soit par la voie électronique ou par la voie physique. À un passage sur le complexe, on bifurquera soit à Ferke, à Koro, à Niakara ou à Zenoula. Il faut donner l'information. Maintenant, il y a un coin industriel, maintenant, évidemment, les gens raisonnent, comme je disais tout à l'heure, un mondial qui se promène. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un coût d'approche à rajouter dessus, et puis après, il y a des droits de douane à rajouter dessus. Et quand on paye tout ça, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément plus cher en coût de production ivoirien que ce qu'on est en importation internationale. Parce que vous avez un cours qui fluctue en plus des parts, principalement le Brésil aujourd'hui, qui est de entre 300 et 350 $ à 600 $ assez fluctuellement. Là-dedans, le transport d'approche de Abidjan, c'est 120 ou 130 $. Et puis après, vous rajoutez 22 ou 23% de droits de douane, des taxes, etc. Là où vous pouvez comparer quelque chose de comparable. Ça, c'est la première étape. Et après, si vous voulez rajouter, c'est rajouter l'impact social, comme je disais tout à l'heure, des complexes sucriers dans nos environnements respectifs. Et puis après, vous jugerez. S'il y a des moulins où l'équipe est plus complexe, pourquoi pas? Ça peut être une volonté politique, c'est un choix. Et après, vous assumerez dans vos décisions. Okay. Qu'est-ce que je dis, mon politique que je rencontre? Parce que c'est vrai, on est toujours en flux tendu là-dessus et c'est toujours beaucoup de discussions. Les gens pensent que d'importer c'est plus facile et plus neutre. Vous savez, si on raisonne par l'OMC, j'entends souvent ça, moi l'OMC, je le traduis, je l'appelle Organisation mondiale du chômage. Mais malheureusement, il y a un peu de vérité dans ce que je dis, même s'il y a du bien là-dedans, mais il y a un peu de vérité là-dessus. Je pense que vous avez des industries en Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que ces industries se développent et perdurent. Entre autres, l'industrie sucrière, il y en a d'autres, vous avez du textile, c'est parti aussi. Il faut faire revenir tout ça, mais ça, c'est un long débat. Et il faut arrêter de tirer sur les gens qui restent là et qui ont pignon sur eux. Moi, je peux vous dire qu'on appartient à un groupe. Si le groupe qu'on avait n'était pas un groupe puissant, qui est le groupe Caster, le Sucas n'existerait plus. Et je pense que le Sucre c'est pareil. Et il y a un moment où on s'est serré les coudes. Et c'est vrai qu'on travaille entre Sucre à nous d'une façon très proche sur la recherche, sur nos développements industriels. On essaie d'avoir un type de matériel pour nous aider sur les pièces d'orchon, sur pas mal de choses comme ça. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à perdurer. Et ça, il faut aller bien au-delà de la réflexion comme ça, oui, de ce type de but. Alors après, l'histoire de la santé, le sucre, etc. Le marché du sucre mondial progresse de 2% par an. C'est un peu ça. Alors moi, il y a des gens qui consomment plus de sucre que d'autres. En Côte d'Ivoire, on consomme pas beaucoup de sucre. 10 kilos par habitant, c'est pas énorme. C'est pas du tout énorme. Il y a des gens, les pays sont à 20, 25, 30 kilos, c'est 40 pour certains. Non, moi, ça va pas malade. Comme j'étais des directeurs généraux de Saliba, consommation de bière, c'est pareil. Hein. On est à 10 litres par mieux qu'on boit beaucoup de bière. Moi, j'ai été directeur général au Gabon et Varsovie, c'était 100 litres. Je crois que vous abordez ou vous anticipez déjà sur la question du maire de Zenoula, qui a parlé un peu dans notre publication de penser à l'accessibilité du sucre au niveau de tous les consommateurs, accessibilité en intégrant la proximité et même le coût. Est-ce que le prix ivoirien est accessible à tous? Il faudrait que l'Observatoire essaie de donner des éléments de réponse sur ça. Et il entend dire que le sucre ivoirien est cher, d'autres sucres sont moins chers, il faut faire un mini-dossier sur ça. Je crois que si l'Observatoire doit produire des éléments sur ce dossier, on intégrera toutes les observations qui ont été présentées par l'industrie sucrière. Je voudrais encore insister que pour nous, l'idée de création de l'Observatoire
ne sera jamais l'attaque de l'industrie sucrière. C'est une volonté politique qui a décidé depuis 2007 de maintenir l'industrie sucrière en vie. Au fort de la crise, il y avait d'autres choix qui étaient présentés. Et même les fonds de l'Union européenne étaient proposés pour une diversification si l'État avait décidé que l'industrie n'était pas rentable. Et l'État a décidé, pour le rôle et l'impact social que joue cette industrie dans les zones où elle est implantée, je la maintiens et je la défendrai. Donc, soyez-en rassurés, l'État ne va pas changer sa position adoptée depuis 2007. D'ailleurs, je crois que le ministère de l'Agriculture est là. On a toujours accompagné la filière avec la défense formelle de l'interdiction d'importation du sucre en Côte d'Ivoire pour maintenir l'industrie en vie et faire en sorte que des investissements soient réalisés pour baisser les coûts de production. Et aujourd'hui, comprenez que les positions des uns et des autres, pour voir le niveau d'investissement, reposent un peu à cet engagement pris au départ. Il faut à un moment donné pouvoir apprécier l'effort réalisé. Et donc, ce n'est pas dans une politique d'attaque et tuer l'industrie, sinon c'est l'État même qui se tue, parce que l'expérience du riz est encore là. Tout le monde est conscient. Aujourd'hui, l'OND est créé pour faire de l'autosuffisance du riz en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on ne va pas refaire cette erreur. Soyez-en rassurés, on ira dans ce sens. Et tous les débats qui ont lieu et tout ce que tous les acteurs veulent, c'est au moins avoir l'information. Et l'information, il faut la diffuser. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette tribune. Si on n'avait jamais eu cette rencontre, on n'allait jamais savoir. Donc, s'il y a un organe qui peut, sans forcément rassembler les gens dans une salle, donner l'information, et que, lorsqu'il y a un problème sur le sucre, ou même un débat sur le sucre, tu sais où avoir quelques informations, pour nous c'est utile. C'est vraiment le sens de la création de cet outil. Et il fallait qu'on présente qu'au niveau de la filière, on veut créer un outil où tout le monde peut piocher l'information, prendre l'information qui est utile et avoir une position vis-à-vis de cette filière. Donc, c'est un peu ce qui a motivé la négociation du financement de une année pour l'Observatoire et qu'on trouve ensemble comment faire en sorte que cet outil ne meure pas pour informer au mieux. Et voilà. Comme source d'information, le maire a souhaité qu'on intègre le ministère de la Santé, des choses que nous allons faire, parce qu'on a eu une étude sur l'impact environnemental des complexes sucriers sur les zones où ces complexes sont implantés. On a fortement associé le ministère de la Santé qui contrôle chaque fois les centres de santé des complexes sucriers. Parce que quand il s'agit des campagnes de vaccination, de masse, c'est les centres de santé des industries sucrières qui sont utilisés comme point de rencontre des enfants. Donc, le DD de la santé est très imprégné du nombre de décès, de taux de palud, etc. Tous les chiffres du ministère de la Santé, que ce soit à Zenoula, que ce soit à Koro, que ce soit à Ferke, il y a une bonne partie qui provient des centres de santé des industries sucrières. Donc, effectivement, nous allons prendre attache avec eux pour que l'information qu'ils ont, ils puissent nous mettre à disposition pour les diffusions. Nous avons pris pleinement compte de ce que vous avez dit. Alors que dans la règle, ça fait un peu enfant. Mais bon, on a voulu faire avec. Mais toi fonctionne depuis quelques mois. Et donc, les règles que je vais exposer sont des règles qui sont déjà utilisées par l'Observatoire. L'Observatoire a été indiqué ce matin et dans le cadre de son fonctionnement, nous avons établi ce qu'on appelle les manuels de procédure. Ce manuel de procédure contient en fait les règles qui régissent le fonctionnement de l'Observatoire. L'Observatoire, sa mission essentielle, c'est de collecter des informations, de les traiter et de les mettre à la disposition des acteurs de la filière. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre de règles que nous avons mises en place pour assurer donc, à la fois la collecte dans de meilleures conditions et ensuite le traitement et la vulgarisation de ces informations. Alors pourquoi un manuel de procédure? Le manuel de procédure répond à trois objectifs.
D'abord, dans sa conception, ce manuel fixe un certain nombre de règles. Ces règles doivent à la fois donner une certaine assurance aux acteurs de la filière que l'Observatoire fonctionne suivant des règles qu'il s'est données et qu'il respecte ces règles-là. Donc, c'est en fait une sorte de niveau de service, de garantie d'un certain niveau de service que nous donnons aux acteurs de la filière en adoptant ces règles et en nous efforçant de les suivre. Ensuite, ces règles aussi visent à responsabiliser le personnel de l'Observatoire. Aujourd'hui, l'Observatoire est composé de 3 personnes. Demain, il y aura peut-être un peu plus de personnes que cela. Et ces personnes-là, dans le cadre de l'exécution de leurs différentes tâches, doivent pouvoir se fonder sur des règles qui les guident. Et si ces règles ne sont pas suivies, si ces personnes s'écartent de ces règles, il va de soi que le résultat ou les objectifs poursuivis, le résultat recherché ne sera pas atteint. Voilà. Donc il est important que ces règles-là soient fixées et il est important que ces règles soient également connues pour des soucis de transparence. Ce manuel décrit les règles et les procédures de collecte des informations. Il décrit également les règles et les procédures de publication des informations, les règles et procédures d'accès à ces informations, les règles et les procédures de gestion de l'observation d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier et d'un point de vue comptable. Donc ce sont toutes ces règles que je vais vous exposer maintenant. Alors, ce matin, on a parlé des missions de l'Observatoire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La mission essentielle, c'est de collecter avant le déjeuner par mon collègue Hubert Séville. L'Observatoire peut également faire des études spécifiques sur des questions qui intéressent les acteurs. De la même manière, sur demande des acteurs. Et pour réaliser tout ce travail, l'Observatoire se fonde sur un certain nombre de principes. C'est très important. Ces principes sont très importants à la fois pour rassurer les acteurs que vous êtes et également pour cadrer, orienter le travail que font les membres de l'Observatoire, de l'équipe de l'Observatoire. Alors, il y a 4 principes. Le premier principe, c'est l'objectivité. C'est un principe qui est essentiel. Les débats de ce matin ont révélé que, bon, il y a quelques suspicions, quelques interrogations par rapport au travail de l'Observatoire. Il a été demandé observer pourquoi? Observer pour se taire ou observer pour interpeller? Cette question trouve sa réponse dans ces principes. Il y a le principe, donc ce principe d'objectivité signifie que l'Observatoire fait une analyse rigoureuse et impartiale des données qui sont collectées. Analyse rigoureuse des données collectées, conformément à une méthode de collecte des données qui est définie par l'Observatoire. C'est très important. Ensuite, le deuxième principe, c'est la neutralité. La neutralité suppose que toutes les requêtes qui sont reçues par l'Observatoire soient réceptionnées et traitées en toute impartialité et que leurs résultats soient communiqués aux demandeurs, toujours conformément aux procédures que je vais exposer. Donc neutralité, ça signifie qu'on ne prend pas parti pour une partie ou pour une raison objective sans prendre position pour l'une ou l'autre partie.
sans prendre position pour les industriels, sans prendre position pour les autres acteurs. Voilà. Et chacun devrait pouvoir se reconnaître là-dedans, et certains se sentiront peut-être interpellés. Si l'information est traitée de façon objective et neutre, ils se sentiront forcément interpellés. Parce que s'il y a des écarts, ces écarts vont être analysés et exposés. Si les actions qui sont posées, tout cela sera exposé de façon objective. Donc, et ça permettra de mettre en lumière ce qui est contraire à ces engagements, ce qui est contraire à la réglementation. Ensuite, le troisième principe, c'est l'indépendance. L'indépendance signifie que l'observatoire est indépendant des acteurs de la filière et assume la responsabilité à la fois scientifique, intellectuelle, éditoriale de ses analyses. Et bien sûr, tout cela peut sembler théorique. On a posé la question du financement. Si l'observatoire n'a pas un financement autonome qui lui permet de mener ses études et ses analyses, il est certain que la partie qui apportera un financement plus important à l'observatoire pourrait tenter de lui dicter un certain nombre d'actions, ou en tout cas de lui donner un certain nombre de directives. Voilà, donc l'autonomie du financement de l'observatoire est une question centrale. Comment assurer cette autonomie? Et c'est ensemble que nous allons décider de cela. Le dernier principe, c'est la réactivité. Dans son fonctionnement, dans la vulgarisation des informations, il a été question de requête. Si un acteur de la filière recherche une information spécifique qui n'est pas disponible, l'observatoire va faire ses meilleurs efforts pour traiter avec célérité les requêtes, les demandes qui lui sont soumises. À ce jour, l'équipe de l'observatoire est composée de 3 personnes. Donc, un directeur, un chef de mission qui fait office de directeur,